Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner un autre cas terrible. Saviez-vous qu'en plus de la criminologie, la science du crime, il existe aussi la victimologie? C'est un domaine d'étude à l'intersection de la criminologie, psychologie et sociologie qui étudie les victimes de crimes. Il s'avère que certaines personnes sont prédisposées à être victimes de crimes. Les facteurs incluent le statut social, les expériences de vie et, bien sûr, les traits psychologiques. Plus les conditions sociales sont mauvaises, plus le risque de devenir victime est élevé. En même temps, plus le statut social est élevé, plus on risque la fraude, l'extorsion et l'enlèvement. Concernant l'expérience personnelle, c'est simple. Les gens qui savent gérer leur environnement sont plus en sécurité, contrairement aux autres. Les traits de personnalité sont probablement le facteur déterminant dans cette liste. Le caractère d'une personne détermine sa position dans la vie et donc sa victimisation. Thomas Antonakos, homme d'affaires prospère et père aimant, a appris la disparition de sa fille par ses collègues. Les collègues ont contacté le père quand Kimberly n'est pas venue travailler le premier jour du printemps. Elle était très ponctuelle et appréciée par la direction. Son absence était donc un mauvais signe et ils avaient raison. L'hypothèse qu'elle était malade a été écartée. Le père inquiet n'avait pas pu joindre Kim depuis la veille et pressentait un problème. Sa fille était joignable grâce à un cadeau rare et cher pour l'époque, un portable. Mais sans réponse, l'homme dut contacter ses amis. Hélas, ils ne purent l'aider. Personne n'avait vu Kimberly depuis son départ de la fête tôt le 1er mars. Le père inquiet décida d'aller directement à la police. La police suggéra d'attendre 24 heures, apprenant qu'elle était recherchée. Elle avait peut-être dormi chez quelqu'un et se manifesterait bientôt. Majeure, elle était libre de ses actes. Insatisfait, Thomas lança sa propre enquête. Étonnamment, un médium éclaira l'affaire de la disparition. La mère de la fille avait consulté cette personne aux dons surnaturels. Elle était venue de Floride dès qu'elle avait appris la nouvelle. Désespérée, sur conseil d'une amie, elle a tout tenté. Une voyante, voyant la photo de Kim, a dit qu'elle vivait, mais faible et déshydratée. Elle a ajouté que Kim, enlevée par des proches, a tenté de s'échapper plusieurs fois. Enfin, elle a dit que le danger venait de plusieurs personnes, dont une au nom commençant par J. Apparemment, c'est le chef de la bande. Cette info, rendue publique, a causé un tollé et des conséquences inévitables. Mais commençons par le début. Kimberly est née en 1974 à New York, aux États-Unis. Elle était fille unique. Bien qu'élevée dans l'amour et l'aisance, elle n'était pas gâtée. Ses parents venaient de familles modestes. Néanmoins, son père Thomas a connu un grand succès. Il a créé sa propre entreprise d'informatique. Il dépensait volontiers ses gains pour sa fille chérie et ses envies. Quand Kim était petite, les Antonakos ont divorcé. L'enfant est resté vivre avec sa mère. Mais cela n'a pas affaibli le lien entre la fillette et son père. Il l'emmenait les week-ends et passait tout son temps libre avec elle. Quand la mère de Kim a trouvé un nouveau compagnon et voulu déménager en Floride, Kim a dû choisir, rester avec sa mère ou avec son père. Ne voulant pas déménager et se sentant aussi bien avec son père qu'avec sa mère, la jeune femme a choisi de rester dans son environnement familier. Kim a donc commencé à vivre avec son père, dont elle était très proche. Elle a grandi en devenant une enfant bien élevée et sociable. Au fil des ans, elle est devenue une beauté rayonnante. Son sourire éblouissant lui remontait toujours le moral. En général, elle se distinguait par son humour et sa positivité. Depuis l'enfance, elle était entourée de soins, protégée des soucis. Ainsi, Kimberly ne voyait que du bon chez les gens. Les problèmes l'évitaient, elle n'entendait parler que vaguement du côté sombre de la vie. Hélas, une âme ouverte et gentille apporte souvent beaucoup de chagrin à son propriétaire. La jeune fille est devenue étudiante au collège de Staten Island. Peu après, elle a dit à son père qu'elle se sentait assez grande pour vivre seule. Sans doute, Antonikos était inquiet de sa décision, mais l'a respectée et n'a pas voulu s'y opposer. Puis il s'est promis de lui assurer un logement séparé autant que possible. Thomas a donc acheté un bel appartement pour sa fille dans un quartier chic. Il a même équipé le logement de sa fille d'un système d'alarme. Ne voulant pas qu'elle se gare loin, il a acheté une place de parking en face. Pour rester en contact, elle avait un portable et un beeper. Tout ce qui dépendait du père, il le faisait au plus haut niveau. Son inquiétude pour la sécurité de Kim était justifiée. C'était lié à sa richesse et au peu d'expérience de sa fille. Kimberly réussissait ses études et travaillait à temps partiel. Elle a refusé de reprendre l'entreprise pour trouver sa propre voie. Kimberly a pris un emploi de comptable dans une entreprise prospère. Elle menait une vie étudiante normale, sortait et allait à des fêtes. Son père lui proposait souvent de revenir, mais elle refusait. Son désir d'indépendance a mené à un dénouement inattendu. Début 1995, Kimberly a hébergé son amie Lee Space et sa famille. Leur appartement était en rénovation. Par bonté, Kimberly leur a offert son grand logement. Les jeunes s'amusaient bien. Ils cuisinaient
et passèrent leur soirée ensemble. Un jour, Kimberly et son amie ont décidé d'aller à une fête. Elles se sont maquillées, coiffées et ont choisi leur tenue avant d'y aller. Selon Liz, elles ont passé un bon moment. Elles se sont amusées et ont dansé. Après, Kimberly les a ramenées dans sa Honda Accord blanche de 1994, mais elle n'est pas montée, évoquant des affaires à régler. Les filles se sont embrassées et ne se sont jamais revues. Le premier endroit où M. Antonakos est allé après la police était le parking près de chez sa fille. Mais la voiture avait disparu du garage. Au sol, près du mur, l'homme a remarqué un objet brillant. C'était une petite boucle d'oreille en or. Le père se rappela avoir offert des boucles similaires à sa fille et les prit au cas où. Kimberly n'était pas dans l'appartement non plus. Il n'y trouva que des invités, une amie, son copain Joshua Torres et leur enfant de 2 ans. Thomas connaissait la décision, mais n'y était pas favorable. Les locataires, surpris par l'absence de l'hôtesse, s'inquiétèrent pour elle. Joshua dit chercher Kimberly et proposa son aide. Plus tard, Thomas retourna au poste de police. Il déclara que sa fille avait eu un accident, mais les policiers restèrent inflexibles. Le père désemparé décida de recontacter Liz, dernière personne à avoir vu Kim. L'homme montra les bijoux trouvés. La fille confirma avoir vu Kim porter ses boucles la nuit de sa disparition. Ensuite, M. Antonakos visita les lieux fréquentés par sa fille. Il y parla à beaucoup de gens, mais n'apprit rien d'important. Joshua proposa de chercher Kimberly et la voiture, très repérable. Thomas retourna à la police pour la 3e fois. Cette fois-ci, il était déterminé. Il informa les policiers qu'il resterait jusqu'à ce qu'ils lancent une recherche. Un détective répondit à l'appel du père angoissé. Il dit que, malgré le protocole, il prendrait l'affaire en main. D'abord, il reconstitua les événements du 28 février. Mademoiselle Antonakos allait à la fac le matin, puis au boulot après. Après quelques heures de travail, elle est rentrée chez elle. Là, avec des potes, elle a dîné, puis fait la fête avec Liz. Vers 4 heures du mat, les filles sont rentrées à la maison. Après ça, Kim est allée sur le parking. Impossible de savoir ce qu'elle faisait si tôt dehors. L'appart et le garage ont été fouillés, sans trace de lutte. Aucune empreinte étrangère n'a été trouvée non plus. Soit nettoyée, soit l'intrus portait des gants. La voiture et la conductrice semblaient s'être volatilisées. Seule la boucle d'oreille retrouvée inquiétait. Le compte en banque de la fille a aussi été analysé. Dernière utilisation de sa carte, la veille de sa disparition. Du coup, l'hypothèse de la fugue a été écartée. Le détective pensait que Kimberly avait été enlevée. À ce stade, d'autres policiers ont rejoint l'enquête. Faute de pistes solides, la police a officieusement suivi les infos que Mme Antonakos a reçues du médium. D'ailleurs, il n'est pas rare que les autorités collaborent avec des médiums. Parfois, cela donne des résultats, mais ce n'est pas médiatisé. Des entretiens avec des témoins ont suivi. Les premiers interrogés furent Liz et Joshua. 65 appels avaient été passés du fixe de Kimberly le matin du 1er mars. Cela a surpris les enquêteurs. Joshua expliqua qu'il appelait ses amis pour savoir où Kim était partie. Selon lui, elle était comme sa petite sœur. Le témoignage de Liz a permis de décrire les vêtements de Kim. Un portrait robot fut réalisé pour publication. Les tatouages étaient un détail distinctif sur le corps de la fille. L'un était un scorpion, son signe du zodiaque. L'autre, sur sa taille, un signe infini formé par 2 corps nus. En parallèle, on cherchait la voiture disparue. On a vérifié les ferrailleurs et les endroits où elle aurait pu être démontée ou vendue, mais sans résultat positif. L'examen du portable de la fille n'a rien donné non plus. La police a dit à Thomas qu'il aurait dû surveiller son courrier et ses appels. Les ravisseurs auraient pu demander une rançon. La famille Antonakos est restée dans l'incertitude jusqu'au 4 mars. Vers 2 heures du matin, les urgences ont reçu un appel pour un incendie. Une grande maison abandonnée brûlait au 86 Woodhaven Avenue, Queens. Plusieurs équipes de pompiers ont été mobilisées pour l'éteindre. Une fois le feu maîtrisé, un corps calciné a été découvert dans le sous-sol. Les experts ont conclu que la victime était une femme de 20 à 25 ans. Une partie de ses longs cheveux noirs était encore visible. Des traces de rubans adhésifs ont aussi été trouvées. La malheureuse avait les jambes et les mains liées dans le dos. Mais le pire restait à venir dans cette affaire. Ses poumons remplis de fumée prouvaient qu'elle était vivante lors de l'incendie. En réalité, la jeune femme a été brûlée vive. Les enquêteurs pensaient que c'était le corps de Kimberly, la disparue. Mais il fallait des dossiers dentaires pour confirmer l'identité. Pendant ce temps, les cendres étaient analysées. Une forte odeur d'essence flottait dans l'air. Il était clair que la maison avait été incendiée volontairement. Visiblement, quelqu'un voulait effacer les preuves d'un crime grave. En effet, il ne restait que le corps carbonisé comme indice. Les experts ont aussi trouvé des tatouages correspondant à ceux de la disparue. Les dossiers de la clinique dentaire ont confirmé les soupçons de l'enquête. C'est ainsi qu'on a retrouvé le corps de Kimberly Antonakos. Plus tard, d'autres détails de l'affaire ont été révélés. Un témoin de l'incendie a dit
qu'il promenait souvent son chien dans le coin. Mais ces derniers jours, l'animal avait un comportement étrange. Il était nerveux et aboyait vers la maison. On ignorait ce qui pouvait provoquer cette réaction. Après l'incendie et la découverte du corps, on a compris ce qui attirait le chien. La fille tentait de se libérer et appelait à l'aide. Le chien, avec son ouïe fine, entendait les sons inaudibles pour l'homme. Quand les flics ont interrogé le proprio, il s'est avéré qu'il était passé plusieurs fois ces derniers jours. En fait, il avait mis la baraque en vente, surveillait son état et récupérait le courrier et les factures. Mais le gars n'avait pas jeté un œil à la cave, inspectant la maison que de l'extérieur. Comme il l'a avoué, il n'avait jamais entendu de bruit suspect. Sinon, il y aurait fait gaffe. Le mec était clairement sous le choc de ce qui s'était passé. Les enquêteurs ont décidé de réinterroger Joshua. Il y avait un truc qui clochait chez lui. En plus, par un drôle de hasard, son prénom commençait par la lettre J. Cette fois, Joshua a parlé du type qu'il n'avait pas joint le jour où Kimberly a disparu. C'était un jeune gars surnommé Psycho, un Russe qui était sorti avec Kimberly. Les détectives ont décidé de vérifier ces infos. Ils ont découvert que le Russe était venu aux États-Unis enfant avec ses parents. Devenu adulte, il a rejoint un gang et enfreint la loi à maintes reprises. Ainsi apparut le premier suspect, qui fut rapidement arrêté. Lors de l'interrogatoire, Psycho apprit la mort d'une ancienne amante, mais sa réaction a stupéfié les détectives. Le jeune homme, loin de nier, était complètement dévasté. Il était clair qu'il ressentait de vraies émotions. Les enquêteurs voulaient en avoir sa réaction sur la scène du crime. Ils l'ont donc emmené sur les lieux du drame. Là, tous ont compris qu'il détenait le mauvais homme. De plus, peu après, l'alibi du gars a été confirmé. L'enquête se retrouvait à nouveau dans l'impasse. La famille de la victime a recontacté le médium. Cette fois, elle dit voir 4 personnes liées au crime. Elle ajouta que les ravisseurs voulaient en communiquer, sans succès. Apparemment, l'enlèvement ne devait pas mal finir au départ. Le dénouement approche, résuma la voyante. Peu après, le père de la disparue offrit 10 000 $ de récompense pour toute aide menant à l'arrestation du coupable. Antonakos ne pouvait oublier les paroles de la clairvoyante. Auparavant, il n'aurait jamais cru s'en remettre à des voyants et des médiums, mais le chagrin rend l'homme influençable. Il repensa à ces mots sur les ravisseurs voulant prendre contact. Que signifiait cela et qu'est-ce qui les en empêchait? Il rentra chez lui et s'assit à table. Il fixa longuement son téléphone, se rappelant soudain un détail. Le jour de la disparition de Kimberly, il avait écouté tous les messages, espérant un appel de sa fille. Mais il n'y avait eu aucun message, sauf peut-être 2 vides. Quand il les écouta, il n'entendit rien. Un silence de mort régnait à l'autre bout du fil. Il crut à un problème technique. Mais ce n'était pas le cas, comme on l'apprit plus tard. 5 jours après la découverte du corps, la police localisa sa voiture. Elle était garée dans un coin tranquille, pas loin de la scène du crime. Les enquêteurs espéraient y trouver des empreintes digitales. Hélas, le véhicule avait été soigneusement nettoyé. Seuls les cheveux de Kimberly et une boucle d'oreille restaient dans l'habitacle. Ça semblait être une avancée, mais ça n'a rien donné finalement. Pendant ce temps, le père de Kimberly était lié à un règlement de compte local. On disait qu'un homme si riche devait forcément avoir des liens avec le milieu. Certains l'accusaient même d'être responsable du malheur de sa fille. Le père, accablé de chagrin, niait toute implication dans cette affaire. Les enquêteurs ont vérifié les rumeurs par leurs propres moyens. Rien n'était confirmé. Thomas était clean et menait ses affaires au grand jour. En juillet 1995, un jeune est arrêté pour cambriolage à New York. Étonnamment, il donne des infos sur l'affaire Antonakos. Il dit qu'un pote lui a parlé d'amis qui ont enlevé et brûlé la fille. Quand les flics entendent le nom, tout s'éclaire enfin. C'était Joshua Torres, qui vivait chez Kimberly et aidait aux recherches. Les enquêteurs décident de le surveiller de plus près. Le jeune homme est rappelé pour un nouvel interrogatoire. Il a nié toute implication dans le crime, mais lors d'une longue discussion, il s'est trahi. Torres a dit que s'il était le kidnappeur, il aurait nourri Kim. Les enquêteurs ont relevé ça car rien n'indiquait que la victime soit morte de faim, soif ou froid. Personne hors de l'enquête ne le savait, pas même son père. Ils avaient besoin de plus de preuves, ce qui n'a pas tardé. Les policiers ont enquêté sur l'identité du nouveau suspect. On a découvert qu'il avait un casier et était un récidiviste. De plus, il ne travaillait pas et vivait aux frais de sa colocataire Lise. Pendant qu'elle travaillait, il s'occupait de l'enfant. Son temps libre lui permettait de planifier le crime tranquillement. Il connaissait la routine de Kimberly, pouvait la suivre et la cacher. Alors pourquoi n'a-t-il pas demandé de rançon? Un imprévu a dû survenir, poussant le suspect à se débarrasser de Kim. Les appels passés par Torres ce matin-là ont été analysés.
Le mensonge du type est devenu flagrant quand il a prétendu appeler les contacts de Kimberly. La plupart des numéros appartenaient à des inconnus sans lien avec Kimberly. L'analyse de son beeper a révélé des messages bizarres envoyés le 1er mars. L'étau se resserrait peu à peu autour de Joshua. Il était depuis longtemps dans le collimateur des enquêteurs. Enfin, ils ont obtenu des pistes solides pour l'arrêter. Ils lui ont avoué ne plus considérer l'ex de Kimberly comme suspect. Une fois de plus, ils ont mené l'enquête avec intelligence. C'est là que Torres a accusé ses amis d'avoir tué la fille. Il a plaidé coupable de complicité d'enlèvement. Il a ajouté qu'il ne pensait pas que ses amis décideraient de tuer leur ami. Selon lui, il voulait juste la rançon avant de la libérer, mais ça a mal tourné. Les ravisseurs ne comprenaient pas pourquoi M. Antonikos ignorait leurs appels. Ils ont contacté le père de Kimberly et enregistré un message de rançon, mais l'enregistrement n'a pas été sauvegardé sur le répondeur, sans raison apparente. Furieux de l'inaction du père, les ravisseurs ont décidé d'attendre la suite des événements. La publicité et les propos du voyant sur le suspect, J, les ont effrayés. Cette info a été publiée et diffusée à la TV, citant une source non officielle. C'est un cercle vicieux mystique. Après l'interrogatoire, Joshua a été libéré sous caution puis a disparu. Son complice José a été abattu d'une balle à la tête en marchant avec sa femme. Elle a avoué que José se méfiait de Joshua et l'enregistrait pour le dénoncer. Elle a dit qu'il se sentait coupable du kidnapping, mais n'a pas incendié la maison et voulait vite tout avouer à la police comme il l'avait fait avec elle. Grâce au message du beeper et aux déclarations du suspect, les enquêteurs ont établi les détails de l'enlèvement et du crime. On a découvert que 4 hommes étaient impliqués. Joshua Torres, Julio Negron, José Negron, homonyme de Julio, et Nicolas Brett, dit J. Notamment, Julio avait fréquenté Kimberly et voulait même l'épouser, mais elle avait refusé sa demande. Ces jeunes étaient liés par leur amitié et leur passé criminel commun. Cependant, cela ne se comparait pas à ce qu'ils ont fait à la pauvre fille. Nicolas avait été libéré sous caution peu avant l'enlèvement. Grâce à sa mère, il s'en est tiré avec une petite amende pour un crime passible de plus d'1 an de prison. Quant à Joshua, jeune, il était impliqué dans des cas d'enlèvement, violence sur mineurs et port d'armes illégales. Cependant, lui aussi n'a reçu qu'une peine légère pour les actes commis. L'initiateur du crime était sans aucun doute lui. C'est Joshua qui a coordonné les actions du groupe. Après que Kimberly soit revenue de la fête, les hommes l'ont attrapé sur le parking. Apparemment, ils la suivaient et attendaient le moment parfait pour l'isoler. Une arme a été utilisée pour l'intimidation. Kim a résisté, ses mains ont été liées, sa bouche, ses yeux et oreilles couverts de rubans adhésifs. Ensuite, les bandits ont mis la fille dans le coffre et l'ont conduite à une maison abandonnée. Là, ils ont emmené la malheureuse au sous-sol et ont même retiré ses chaussures pour éviter qu'elle ne fasse du bruit. Avant ça, les jeunes ont dit à Kimberly que son père devait de l'argent et qu'il la libérerait après paiement. Julio devait s'occuper d'elle, lui apporter à manger et à boire 2 fois par jour et la garder au chaud. Mais il a eu peur des conséquences et a quitté la maison. Du coup, la victime n'a ni mangé ni bu pendant 3 jours et a aussi souffert du froid. Dès que l'otage s'est retrouvé seul, les ravisseurs ont prévenu Joshua. Il a enregistré un message audio exigeant une rançon de 75 000 $. Puis il a appelé le père et laissé 2 messages vides, qui n'ont donc pas été pris en compte par Antonakos. Les kidnappeurs attendèrent des nouvelles, ne comprenant pas pourquoi le père de Kim ne les contactait pas. Pendant ce temps, Kimberly, abandonnée, s'est évanouie plusieurs fois de déshydratation, mais luttait pour sa vie. Furieux de n'avoir pas reçu la rançon et craignant d'être pris, les ravisseurs ont décidé de la relâcher. En descendant au sous-sol, ils ont trouvé la fille inconsciente. Croyant Kimberly morte, ils ont voulu effacer les preuves et se débarrasser de l'otage. En interrogeant Liz, les policiers ont appris que Joshua avait utilisé son colocataire comme alibi. Il dirigeait les complices tout en restant dans la maison avec l'enfant. Liz a dit qu'au début, elle ignorait que son copain avait enlevé Kimberly. Plus tard au procès, Liz a témoigné contre lui. Elle a dit qu'après l'interrogatoire, Joshua lui a tout avoué. Il l'a ensuite battu, menacé de mort, et s'est enfui peu après. Quelque temps plus tard, le coupable a été arrêté. Il était aussi suspecté du meurtre de José, mais sans preuve directe. Les enquêteurs ont décidé de confronter les anciens amis. Ils les ont informés que Joshua niait toute implication dans le massacre. Quand Julio l'a appris, il a coopéré à l'enquête et tout révélé. Cela a permis de condamner Torres pour le meurtre de Kimberly. Le trio a été accusé de meurtre, incendie, enlèvement et séquestration. Au procès, on a vu que Joshua avait souvent entravé l'enquête. Le jury a délibéré pendant environ 10 heures.
Finalement, Joshua Torres a écopé de 58 ans de prison. Nicolas Brett a reçu la même peine. Julio Negron n'a été reconnu coupable que de complicité. Il a donc été condamné à 2 à 6 ans de prison. Thomas Antonakos était satisfait du verdict du tribunal. Il ne voulait pas que les criminels soient condamnés à mort. On sait que Nicolas a été maltraité plusieurs fois en prison. Après 2 ans d'incarcération, il est mort du sida. Julio a été libéré après 2 ans de prison. Joshua ne sortira pas avant 2053, s'il vit jusque-là. Hélas, en 2005, le père de la victime est mort d'un cancer. Sa famille pense que le choc a provoqué cette terrible maladie. Ainsi, s'est brutalement terminée la vie de Kimberly Antonakos. Difficile de dire si sa gentillesse a causé son départ précoce. Plus prudente dans ses fréquentations, elle aurait pu vivre heureuse. Le bien triomphe toujours, même dans un cas comme celui-ci. Le procès et la vie ont fini par rétablir la justice. Les coupables, sévèrement punis, n'oublieront jamais leurs actes. Merci d'avoir regardé, les amis. Abonnez-vous à ma chaîne. D'autres histoires choquantes vous attendent.